Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui France Taudiard. France Taudiard est 5e adjoint à la mairie de Fort-de-France, mais il n'est pas que cela, il va continuer à développer pour vous son curriculum vitae. Monsieur Taudiard, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien, ça va bien. Ça va même très bien. Maître retraité? Oui, j'ai accédé donc au droit à la retraite professionnelle en décembre 2023. J'étais à l'époque donc président du directoire de la SAMAC, qui est la Société Aéroport Martinique et Césaire. Vous avez d'autres postes à part 5e adjoint du maire de Fort-de-France. Vous avez des postes, disons, entre guillemets, électifs. Alors, d'abord, en tant qu'élu à la ville, une partie des élus de la ville sont d'office élus communautaires. Donc ça a été mon cas. Donc dès que j'ai été élu en 2001 et à la création de la CACEM, donc tout de suite j'ai été versé comme élu communautaire donc à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Et aujourd'hui, je suis donc 12e vice-président donc de la CACEM, en charge du nautisme, de l'aménagement du littoral. Et à ce titre-là, j'ai comme délégation également donc la présidence du conseil d'exploitation du port de plaisance de l'étang Abricot. Ça, c'est la CACEM. Ça, c'est la CACEM. Vous êtes nulle part ailleurs. Alors, si, au titre de la ville, alors, quand vous êtes élu, vous avez quelques représentations dans des organismes extérieurs. Bon, la tendance, c'est de vous en mettre le maximum. Personnellement, j'ai souhaité être dans des organismes qui me parlent, notamment vis-à-vis de mon métier, de ce que je sais faire le mieux, à savoir l'aménagement du territoire d'une manière générale. Donc, à ce titre-là, je suis président du GIP, c'est le groupement d'intérêt public Fort-de-France 2020. C'est un groupement d'intérêt public qui assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la politique de rénovation urbaine de la ville, entre autres. Et à ce titre-là également, donc, je suis administrateur à l'établissement public foncier de la Martinique. Je suis le premier vice-président. Et je suis également administrateur donc, à l'ADUAM, c'est l'agence départementale d'aménagement et d'urbanisme de la Martinique, dont je suis le premier vice-président également. Voilà. Et je suis également représentant, et ça c'est parce que par mon passé, représentant donc de la CACEM au conseil de surveillance du Grand Port de la Martinique, dont je suis également le vice-président. D'accord. D'où est-ce que vous venez? Alors, votre question, d'où je viens, où je suis né, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Bon, rapidement. Moi, je suis Foyalin, je suis un enfant de Trenel. J'ai grandi donc à Trenel. Et après, mes parents, accident de famille, je suis allé habiter à Volga-Plage. Donc, toute mon enfance jusqu'à mon départ après mon bac, j'ai habité donc une partie à Trenel et une partie à Volga. Vous étiez au lycée Schellcher? Non, j'étais au lycée technique. J'étais au lycée technique. Et donc, j'ai passé à l'époque ce qu'on appelait le bac maths technique, qui était bac à dominante donc, scientifique. Et en plus, nous faisions on commençait à travailler sur l'aspect un peu industriel, quoi, en faisant du dessin industriel, en étudiant la mécanique, etc. Donc, c'était le bac E à l'époque. Donc, j'ai eu mon bac donc, en 70, 71 par là. Et après, je suis parti donc, faire mes études. Alors d'abord, je voulais faire des études. D'ailleurs, j'étais admis à des écoles. Excusez-moi, juste une seconde. Vous êtes issu d'une famille pas monodépartementale? Ah non, mon père, monoparental, c'est ça? Monoparental, non. Alors si, c'est devenu après. C'est venu après, justement, donc, mon père, nous étions 5 enfants. Bon, j'ai perdu une petite sœur, qui avait à l'âge de 3 ans et demi, et mon père, nous habitions Trenel, donc à cette époque, nous étions déjà 2 enfants, donc moi l'aîné, 3 enfants, moi l'aîné,
ma sœur cadette et la troisième sœur qui est décédée entre-temps. Et donc mon père et ma mère se sont séparés dans ces années-là. Et c'est à ce moment-là que nous sommes allés habiter à Volga-Plage. D'accord. Et c'est à Volga-Plage qu'est né. Alors mon père est parti, mais il partait, il revenait. Il a fait ça 3 fois parce que chaque fois qu'il revenait, il y avait un enfant qui naissait. Et c'est comme ça que j'ai eu ensuite ma troisième sœur et le dernier qui est un petit frère. Ok. Donc vous nous parlez de Trenel, vous nous parlez de Volga-Plage et vous nous dites je suis parti faire des études. Oui. Est-ce que ça a été facile financièrement? Comment ça s'est passé? Non, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était même un euphémisme parce que nous étions 4. J'étais l'aîné et ma mère était femme de ménage. Et elle recevait rien de mon père. Rien. Donc à l'époque, il y avait les allocations familiales, etc. Bon, avec les limites qu'on connaît à ça. Et donc ma mère, excusez-moi si j'ai un peu d'émotion en parlant de ça, ma mère, femme de ménage, quittait Volga pour aller travailler à Cluny, au Petit Paradis, avec ça. Et elle faisait 2 ou 3 ménages comme ça. Et des fois, elle le faisait un peu à pied, quoi. Volga. Cluny. Et donc, il fallait tenir, quoi. Et elle ne pouvait pas nous tous supporter. Elle ne pouvait pas. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt. Pendant chaque grande vacances, je partais quasiment pas en vacances, très peu de temps. Et je faisais des jobs. Mon premier métier, j'étais docker. On avait un grand-oncle qui travaillait au port, au Tourelle. Il était contremaître ou quelque chose comme ça, donc aux établissements Pissonneau. Et à l'époque, ça me permet de rendre hommage aussi à ces patrons-là qui ont accepté, alors que j'étais mineur, de m'embaucher comme docker. Et je faisais pointeur, je ne voulais pas que je soulève des chars, etc. J'étais pointeur. Donc, comme son nom l'indique, on pointait les marchandises qui étaient débarquées, etc. Donc, et à cette époque, quand on allait au port, eh bien, on rentrait avec un peu d'argent. Des fois, je gagnais plus que ma mère pendant les vacances. Et quand on venait avec de l'huile, du riz, du savon, des choses comme ça. Voilà. Et je ramenais à la maison. J'ai fait ça depuis la classe de seconde, quoi. C'est-à-dire pendant 3 ans. Et pour aider maman. Pour les autres. Et alors que bon, j'avais mon bac, on peut dire assez brillamment, et j'étais destiné à l'époque, mes professeurs, j'avais comme prof de maths M. Tellus-Léo, et j'avais comme prof de physique-chimie M. Miléadi. Et qui, là aussi, je rends hommage, je les remercie, parce que ce sont des gens qui, sachant d'où je venais, me donnaient des cours particuliers gratuitement. Gratuitement. Et à l'époque, il y avait une assistante sociale également qui s'appelait Madame Chénière, qui, sachant ça, aidait, pour répondre à la question, pour acheter des livres, parce que maman ne pouvait pas. On était 4 à l'école, 4, avec une paye de femme de ménage. Et elle me donnait de l'argent. Je n'avais pas l'argent pour prendre le bus, pour sortir de Volga, pour aller au lycée technique. Donc j'avais l'argent pour un trajet. Soit l'un, je choisissais, soit un, soit l'autre. Et des fois, je faisais les 2 à pied. Pourquoi? Parce qu'en période de volant, vous passiez au marché et on vous donnait entre 10 et 30 volants pour 1 franc. Et j'arrivais, il n'y avait pas de réfrigérateur. Donc, sur vous 10, 15, 30 volants, mais il faut les nettoyer. Je les nettoyais. Maman salait. Et puis après, j'allais m'occuper parce que j'étais l'aîné, m'occuper des sœurs et frères, de vérifier leur travail et de travailler moi-même. À la lampe à pétrole. Quels étaient vos loisirs? Football dans la rue. Depuis Trenel jusqu'à Volga, football dans la rue. Et puis travailler. D'accord. Travailler. Vous dites,
comme en passant, je suis parti faire les études. Oui. Mais quand on part faire les études, il faut prendre un bateau à l'époque. Il faut avoir de l'argent pour payer le bateau. Il faut aller à France. Il faut trouver un endroit où se loger. Il faut payer les études. Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? C'est que je vous ai dit que bon, j'étais vraiment destiné, j'avais déjà été, et mes professeurs avaient fait en sorte que je sois inscrit dans des écoles d'ingénieurs, bon, avec les classes prépa, etc. Mais je ne pouvais pas, ça revenait trop cher. Donc j'ai passé un concours au ministère de l'Équipement de l'époque, un concours d'assistant technique des travaux publics de l'État. Donc j'ai réussi. Ça vous l'avez passé étant en Martinique? Étant en Martinique, oui. Étant en Martinique. Donc l'école, j'ai réussi, et l'école était à Aix-en-Provence. Donc, et ça, à ce moment-là, l'État a pris en charge le billet d'avion, et quand on est arrivé à Aix-en-Provence, on était logé. Donc, on n'a pas eu à payer de déplacement et à payer de logement pour moi, parce que je rentrais dans la résidence donc, de l'École nationale des travaux publics de l'État. D'accord. Est-ce que vous étiez payé? Ah oui. Vous étiez et là, payé. on avait donc une indemnité, une paye. On était déjà fonctionnaire. Quand vous rentrez à l'école, vous êtes fonctionnaire et vous touchez. Donc là, ben, ça m'a permis tout de suite de sortir donc, de la responsabilité de maman. Et chaque mois, ben, c'était le strict minimum pour moi. Et je lui envoyais le maximum de ce que je pouvais pour accompagner mes autres frères et sœurs. D'accord. Donc vous étiez fonctionnaire quelque part. J'étais fonctionnaire. Est-ce que vous aviez l'obligation, ces études-là terminées, de rester dans la fonction publique un certain temps? Ah oui, oui, vous signez donc, quand vous passez ce concours, vous signez pour être un engagement de mémoire. À l'époque, c'était 10 ans minimum. 10 ans. 10 ans minimum. Et donc là, après l'année scolaire, parce que ça durait un an en total, et après vous êtes affecté. C'est là que j'ai été affecté donc, en Guadeloupe, donc comme technicien de l'équipement. Mais mon objectif a toujours été d'être ingénieur. Donc je n'ai pas arrêté de me préparer pour passer le concours d'ingénieur des travaux publics de l'État. Alors il fallait attendre un peu et puis suivre cette formation, donc les formations complémentaires pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc je suis arrivé en Guadeloupe dans les années 73 de mémoire, et 72-73. Et bon, à ce moment-là, je me suis occupé de la famille et j'ai fait venir en Guadeloupe ma mère et mes frères et sœurs. Je leur ai dit, vous quittez Volga, c'est fini. Et j'ai loué un appartement qui était déjà donc, en location-vente pour eux. J'ai meublé, j'avais mon appartement, mais j'ai meublé pour eux de A à Z un appartement, un F5, pour que ma mère puisse habiter avec mes frères et sœurs, avec mon frère et mes deux sœurs. Voilà. Et il fallait trouver du travail, il fallait qu'ils travaillent. Donc ma mère, donc, avec l'aide d'amis, je lui ai trouvé un travail donc, de femme de ménage. Elle était femme de ménage dans une pharmacie d'un ami, du frère d'un ami. Ma sœur cadette avait quitté le cursus scolaire parce qu'elle aussi, elle voyait ce que je faisais, qu'elle voulait aider. Donc, je lui ai trouvé les entrées à la DDE comme contractuelle. Et puis, les deux autres étaient scolarisés. Donc, la deuxième fille est scolarisée dans un collège et mon jeune frère aussi scolarisé dans un collège. Une en troisième à l'époque et l'autre en sixième. Vous aviez quel âge à peu près? À cette époque-là, je suis de 53, à cette époque-là, j'avais... donc ça se passe en 60, autour de 73, 75 à peu près, ils sont venus, donc j'avais 22, 23 ans à peu près par là. Donc à 22, 23 ans, vous êtes le chef d'une famille, oui, pratiquement, presque oui, nombreuse, parce que oui, vous avez vos deux sœurs, etc. Et vous assumez. Totalement. D'accord. En même temps, vous êtes fonctionnaire. Totalement. Est-ce que vous touchez les 40%? Oui, oui, j'avais le statut de fonction publique Antilles, quoi. Donc avec effectivement les 40%. D'accord. Ce qui m'a permis donc de faire de les accompagner du mieux que je pouvais, etc. Et puis de mener ma propre vie. Moi, donc, je me suis marié une première fois donc en 76. Et puis, bon,
à la faveur, donc là encore, d'accidents de... Oui, je pense que tout le monde était assez bien installé. Je vous ai dit que je voulais absolument être donc, ingénieur. Je suis parti donc, en France en 81 avec comme objectif de passer donc, des examens et des concours pour atteindre mon diplôme d'ingénieur, ce que j'ai eu en 85. Vous êtes marié? Ah oui, c'était le premier mariage. Je me suis marié en 76. Okay. C'était une Guadeloupéenne ou une C'était une Guadeloupéenne. Une Guadeloupéenne. Une Guadeloupéenne. Et puis, tout en étant marié, vous êtes parti faire des études. Voilà. En 81. Voilà, en 81. Alors, votre première tranche d'études, c'était à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Et maintenant, vous êtes où? Alors, à Paris. C'était à Paris. Ah, j'étais à Paris. J'étais à Paris. J'étais à Paris, c'est là. Alors, on vous permettait d'être dans un service tout en continuant à travailler pour passer le concours d'ingénieur. Donc j'étais au service technique des bases aériennes pendant 4 ans, entre 81 et 85. Quel est le nom de l'école que vous avez faite alors? Alors, là c'était donc, ce sont vous faites des formations ponctuelles. Vous avez des cours et vous faites des formations dans des centres internationaux, des centres de formation professionnelle qui préparent au concours d'ingénieur. Ok. Je veux savoir si vous avez fait une grande école. On dit les grandes écoles centrales, polytechniques, travaux publics, etc. C'était ça, c'était mon souhait au départ, mais bon, mais ça n'a pas pu se faire. Voilà. D'accord. Mais l'essentiel, c'était d'arriver à avoir mon diplôme d'ingénieur. Donc vous êtes ingénieur. Voilà. Je suis ingénieur de travaux publics de l'État. En France. En France, oui. En France hexagonale. Oui. Ok. La première fois que vous êtes revenu en Guadeloupe, comment ça s'est passé? C'est quand même assez extraordinaire que vous ayez été nommé justement en Guadeloupe. C'est-à-dire que j'avais manifesté mon désir de rentrer chez moi, de revenir en Martinique. Il n'y avait pas de poste en Martinique. On m'a dit, bon, au plus près on peut vous envoyer, c'est en Guadeloupe. D'accord. Donc je suis allé en Guadeloupe, mais je connaissais quasiment personne en Guadeloupe. J'avais une seule connaissance en Guadeloupe, c'était un cousin qui était à l'époque gendarme. D'ailleurs, c'est lui qui m'a accueilli, qui m'a logé les tout premiers jours, le temps que je trouve un appartement. Donc là aussi, je rends hommage parce que dans la vie, c'est comme ça. Vous trouvez à chaque pas peut-être quelqu'un qui vous donne la main. Quand vous êtes ingénieur, votre premier souci, c'est pas de rester dans un grand pays développé qu'on appelle la France, c'est de retourner en Martinique. Absolument. Ça a été, quand j'ai eu mon diplôme, on m'a proposé un poste. D'ailleurs, mon premier poste était de mémoire dans les Yvelines. Mais je leur ai dit, écoutez, moi, je veux rentrer en Martinique. Ma mère était restée en Guadeloupe avec mes soeurs et frères. Donc, mais j'ai dit, je veux rentrer en Martinique pour servir mon pays. C'était ça mon souhait. Donc, quand je suis rentré en Martinique, j'ai été affecté donc, à la DDE. Et mon premier poste était un poste d'ingénieur chargé des travaux d'études et des travaux portuaires. Et que j'ai occupé, donc c'était donc en 85. Que j'ai occupé de 85 à 92. Voilà. Puisqu'en 92, M. Marcel Ozna, que je remercie, qui est venu me demander est-ce que, je reprends son expression, est-ce que c'était aberrant de considérer que je vienne travailler avec lui à la Chambre de commerce. Oui, il était président de la Chambre de commerce. Il était président de la Chambre de commerce. Et il voulait que je prenne donc la direction de la concession portuaire, à l'époque. Alors, c'est une affaire qui était pas simple, hein, parce que ça a mis un an pour se faire, parce que l'État, le DDE de l'époque, avait refusé de me laisser partir. Mais M. Marcel Ozna a insisté. Et cette affaire a mis un an, c'est remonté, je crois, au plus haut niveau possible au ministère à Paris, et finalement, j'ai été autorisé à rejoindre la direction de la concession portuaire, en 92. Ok. Donc vous êtes devenu le patron du port de Fort-de-France? On peut dire ça. Alors, l'époque, c'était une direction un peu bicéphale, parce que le port était une concession de l'État accordée à la Chambre de commerce. Donc il y avait un directeur de la concession, et il y avait un directeur du port côté État, qui était le directeur départemental de l'équipement, à l'époque. Mais la responsabilité de la gestion de l'outil portuaire et son développement était l'affaire de la Chambre de commerce, donc l'affaire du directeur, donc mon affaire. Très honnêtement, est-ce que ça vous a manqué ou pas de rentrer si vite en Martinique, de rentrer si vite dans un poste important? Est-ce que si vous avez connu d'autres expériences dans des ports plus grands, dans d'autres endroits, en France notamment, est-ce que ça ne nous aurait pas servi?
Pas du tout. Enfin, oui, ça peut toujours servir. Je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre, même maintenant, j'ai jamais fini d'apprendre. Mais je pense que les postes que j'avais occupés en tant que technicien, déjà, pendant les 4 ans que j'ai passé à Paris pour la préparation, justement, m'a amené à toucher du doigt diverses réalités du métier et de la matière, des futures matières que j'aurais à gérer. Et également, donc la gestion des ports, et puis des techniques. Quand j'étais donc ingénieur chargé d'études et travaux portuaires. Quand vous dimensionnez un quai, les techniques que vous employez c'est les mêmes, c'est la résistance des matériaux, c'est le calcul donc de dimensionnement d'ouvrage. C'est que vous faites un quai, vous faites un pont, c'est la même démarche techniquement, intellectuellement. Bon, après il y a l'adaptation à la matière parce que les sollicitations de la houle, c'est pas les mêmes sollicitations que le trafic routier, mais vous utilisez donc des outils qui vous permettent je vous dis, de dimensionner. D'ailleurs, mes collègues ingénieurs, donc, quand ils sortent de l'école, on sort de l'école avec une formation donc, générale, et ils sont affectés dans différents secteurs, dans le domaine routier, dans le domaine portuaire, dans le domaine aéroportuaire, dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine du droit des sols, etc. Donc, on a une formation généraliste, technique, économique et juridique, qui vous permet, administrative aussi, qui vous permettent de vous adapter très rapidement à des points. Et puis, quand vous êtes en poste, rien ne vous empêche d'aller sur tel ou tel port où il se passe quelque chose pour que vous puissiez aller tirer la quintessence de ce qui se passe, pour que vous puissiez revenir, pour pouvoir adapter votre développement, votre propre sujet, votre propre développement à ce que vous avez pu voir par ailleurs, quoi. Et ça vous a intéressé, le port? Énorme. Énormément. Vous savez que vous ne pouvez pas me répondre ça. Comment? Vous ne pouvez pas me répondre ça. Parce que moi, je vous connais à l'aéroport. Oui. Pas au port. Si le port vous avait intéressé autant que ça, vous ne seriez pas à la SAMAC. Ah si, mais je vous dis, c'est ça que je vous dis que la généraliste, pendant que j'étais entre 81 et 85, j'étais au service technique des bases aériennes. Ah. Service technique des bases aériennes. Et c'est là où vous apprenez à la fois à dimensionner un aéroport, mais vous apprenez également à ce que c'est que la gestion aéroportuaire, la création d'un aéroport, à la définition d'un aéroport, à la gestion d'un aéroport. Donc pendant 4 ans. Mais un peu avant ça, en tant que technicien, j'ai fait 3 postes en Guadeloupe. J'ai fait un poste de bureau d'études routières. J'ai fait un poste d'urbanisme et j'ai fait un poste de service local des bases aériennes en Guadeloupe. Et là, j'avais notamment en charge le suivi des travaux pour la partie militaire, d'une part, ensuite la partie civile, et puis je m'occupais également des aéroports départementaux quand j'étais au service local des bases aériennes de la Guadeloupe. Les aéroports départementaux, en Guadeloupe, il y en a pas mal, enfin, à l'époque, il y en avait pas mal, Désirade, Marie-Galante, Les Saintes, Saint-Barth, Saint-Martin. Donc, à un moment donné, pendant presque un an, j'ai fait que ça, quoi, à m'occuper de ces aéroports-là, de leur développement, leur maintenance, etc. Donc j'avais une expérience aéroportuaire également. Ok. Mais vous préfériez quoi, le port ou l'aéroport? Alors, je dis, j'étais entre 85 et 92, j'étais aux études des travaux portuaires. Mais à l'époque, l'ingénieur d'arrondissement, parce qu'on était dans un arrondissement à la DDE qui s'occupait de port et d'aéroport. Mais l'ingénieur d'arrondissement, sachant que j'avais une expérience aéroportuaire, m'a effectivement, à cette époque-là, sollicité pour constituer, d'être un groupe de travail avec mon collègue subdivisionnaire de l'aéroport, où on commençait déjà à travailler sur les perspectives de développement de l'aéroport. L'aérogare actuel a été conçu avant 92, l'aérogare actuel. Et j'ai apporté ce que je savais dans la conception du développement de l'aéroport à cette époque-là. Donc j'avais déjà des contacts avec l'aéroport. Oui. Donc quand est venu, j'avais un petit faible pour le port, parce que j'y étais donc pendant un moment, et quand il fallait choisir, donc au moment de la réforme de la gouvernance des ports et aéroports, le port est devenu un établissement public de l'État, et l'aéroport est devenu une société, enfin, sa gestion a été confiée à une société anonyme, qui est la SAMAC aujourd'hui. Alors, je ne pouvais pas, je voulais choisir le port parce que j'avais déjà beaucoup travaillé sur les perspectives de développement du port. D'ailleurs, on a vu les réalisations, la Pointe des Grives, ça sortait donc de nos travaux de l'époque. La création de l'appontement à la Pointe-Simon, c'était nous. La modernisation des tourelles, c'était nous. La création de la gare Interilles, donc c'était nous.
Mais entre-temps, je vous dis, on est en 2012, mais entre-temps, j'ai été élu en 2001. J'ai été élu en 2001 à la ville, et donc en 2012, je vais voir mon maire, Serge Letchimy, je lui dis, bon écoute, j'ai un souci, il faut que je choisisse entre le port et l'aéroport, mais on me dit, si je choisis le port, comme c'est un établissement public de l'État, je serai obligé de démissionner de mes missions électorales. Donc je me suis fait jeter, et il n'était pas question que je démissionne. Et donc j'ai choisi, non pas par défaut, mais vraiment aussi j'allais dire, par intérêt technique, j'ai choisi l'aéroport, la SAMAC, et j'étais donc le premier président du directoire de la SAMAC depuis 2012, que j'ai quitté donc il y a 2 ans, en 2023. Voilà. Et dès que je suis arrivé à la SAMAC aussi, bon, parce que c'est mon métier, c'est ce que j'aime faire, c'est développer, c'est créer, et on s'est mis à travailler sur le développement de l'aéroport, et qui a donné le chantier actuel qui s'est achevé très récemment, de l'extension et de développement de l'aéroport. Mais est-ce que vous vous intéressez au port quand même? Ce qui s'y passe et tout ça. Et oui, parce que je n'ai jamais quitté le port. Parce que dès que j'ai quitté l'aéroport, il y a la création du grand port maritime. Là, il fallait un représentant du maire de Fort-de-France pour siéger au conseil de surveillance du grand port. Au conseil de surveillance du grand port, vous avez donc des représentants de l'État, vous avez des représentants de la collectivité territoriale, vous avez un représentant de la ville de Fort-de-France, vous avez un représentant de la CACEM, de la communauté d'agglomération du centre, et vous avez des personnalités qualifiées. Et donc le représentant, très naturellement, donc à l'époque, j'ai été nommé représentant de la ville de Fort-de-France au Grand Port. Et il s'agissait donc de constituer le conseil de surveillance. Là encore, je dis presque naturellement, parce que le passé qu'on avait dans le domaine, il fallait choisir un vice-président. Donc j'ai été nommé vice-président du conseil de surveillance en 2012 du Grand Port maritime de la Martinique. Il y a un grand port maritime à Martinique? Oui. Il y a un grand port maritime? Oui, c'est le Grand Port maritime de la Martinique. Est-ce qu'il est suffisamment grand? En tout cas, je pense que pour le rôle qu'il doit jouer dans le développement économique de l'île, il est en train d'être dimensionné suffisamment pour les ambitions qu'on peut avoir pour le développement économique de l'île. Mais il restera encore des choses à faire. Parce qu'il y a des secteurs sur lesquels il va falloir améliorer et développer le port. C'est en cours. Ce sont des choses qui sont en cours. Son dimensionnement pour pouvoir donc passer à une capacité de traitement aujourd'hui, donc pour devenir le fameux Hub Caraïbes, Hub Antilles, c'est en cours. Ensuite, il va falloir s'adapter à la volonté de vouloir rayonner sur la Caraïbe, à être un véritable outil au service du développement économique, notamment en termes de logistique. Il va falloir faire, il y a des choses à faire, mais tout ça c'est en cours et c'est bien pris en compte. C'est en cours, et pour répondre à la question, aujourd'hui il ne l'est pas, mais demain il le sera. Évidemment, on va doubler la Guadeloupe, hein. Il n'y a aucun souci. Bon, alors, il n'y a pas, je dirais, bon, je ne crois pas qu'il y ait une compétition, ni d'ailleurs dans le domaine portuaire, ni dans le domaine aéroportuaire. Il y a une différence, j'allais dire, structurelle entre la Martinique et la Guadeloupe, s'agissant du trafic aussi bien portuaire que l'aéroport. C'est que la Guadeloupe a une population plus importante, donc une consommation plus importante. La Guadeloupe a des dépendances, je pense notamment au trafic aérien. Naturellement, le trafic entre alors ça se fait de plus en plus par bateau, hein, de moins en moins par avion, mais la différence, c'est le trafic inter-île. Et notamment, alors par contre, pour aller à Saint-Martin, le trafic entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin, il se fait par avion, il ne se fera pas autrement. Donc c'est ça qui fait la différence. Mais on a à peu près les mêmes, j'allais dire, le même potentiel de développement, parce qu'on vise à peu près les mêmes choses. On vise à intensifier nos relations avec l'Europe, on vise à intensifier nos relations avec notre environnement immédiat. Justement, le fameux hub dont vous parlez. Oui. Est-ce qu'on peut en avoir deux? Un en Guadeloupe, un en Martinique? Ou est-ce qu'il en faudra un seul? Et est-ce que s'il en faut un seul, est-ce que ce sera nous qui l'aurons? Alors, le choix qui est fait aujourd'hui, et notamment par l'armement principal
qui dessert donc les Antilles, c'est d'avoir un hub à deux pôles. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un seul. Mais si vous faites un seul, vous faites au détriment de l'autre. Et je crois que, à la fois en termes de stratégie économique de l'opérateur, et puis je pense que politiquement, ça va être difficile de faire un choix. Alors, évidemment, si les Martiniquais vont dire ouais, il vaut mieux que le hub soit à Martinique, les Guadeloupéens vont dire la même chose. Donc je crois que le choix qui est fait là, qui est un choix un peu plus économiquement plus judicieux, techniquement plus judicieux et politiquement plus judicieux, c'est permettre aux deux pays de profiter au mieux de cette nouvelle donne qui est ce nouvel opérateur, enfin cet opérateur qui a une nouvelle stratégie, et de l'accompagner et de bénéficier de cela. Voilà. Vous avez employé le mot judicieux, c'est un joli mot, judicieux. Est-ce qu'il était judicieux de construire le stade Pierre-Aliquer là où il a été construit, qui semble être un prolongement naturel du port, quelque part? Le port est un peu loin. Non, le port est un peu loin. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle chez l'Interland, on a un espace de développement du port suffisant. Ce qui a été, ça personnellement je l'assume quand je dis ça, autour du port, il y a ce qu'on a appelé à l'époque la zone industrielle portuaire. Aujourd'hui, vous avez sur cette zone industrielle portuaire, mais ce que je dis là, je le dis, ceux qui me connaissent savent que je pense ça, vous avez Métal Dôme. Rien contre Métal Dôme, il faut une filière de démantèlement de produits ferreux en Martinique. Vous avez une centrale à Enrobé. Je prends ces exemples-là, il y a d'autres choses qui sont sur cette zone industrielle portuaire. À l'origine, cette zone industrielle portuaire était pour le développement du port. Donc vous avez là des industries qui sont forcément pas lieu d'être là. Je dis ça, je l'assume. Bon, les choix ont été faits, ils ont été faits. Mais la zone d'extension naturelle du port, c'est cette zone industrielle portuaire qui avait été créée à l'époque par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Bon. Donc il y a ces choix qui ont été faits maintenant. Il y a encore du foncier disponible. D'ailleurs, il y a, avec la CACEM, il y a une zone d'activité économique qui a été créée en haut à l'étang abricots, qui est tournée vers la logistique. Bon, donc on voit bien qu'il y a un besoin d'activités économiques liées au port. J'ai parlé tout à l'heure de la logistique. Oui, il faut développer la logistique. Et mais donc là où est le stade Pierre-Aliquer, bon, il est bien situé. Je pense qu'il est dans une plaine, il est dans un endroit où il y a avec les possibilités de faire des terrains annexes, avoir du parking, etc. Il est bien situé. Bon. La difficulté qu'on a connue lorsqu'on connaît, parce que je me rappelle très bien de cette époque-là, c'est qu'il est fondé sur les pieux. Ça a coûté cher en termes de fondation. Bon. Et je me rappelle d'une visite, j'ai accompagné à l'époque, Bernard Ponce était ministre de l'Outre-mer, et il visite le site avec Aimé Césaire et puis les services. Moi j'étais là en tant que voisin donc, du port, et j'entends Bernard Ponce qui dit « Mais où sont passés les millions qu'on a mis là-dedans ?» Et Aimé Césaire lui fait un signe, il dit « Ouais, là, les fondations. » Et ça, c'est les surcoûts quand ce qu'on construit tout le long de notre littoral, notamment du côté de Fort-de-France, c'est des surcoûts qu'il faut prendre en compte et qui renchérissent le coût des investissements qu'on fait tout le long de la côte et dont il faut prendre en compte. Mais l'emplacement, pour moi, et pour répondre à la question, non, ne porte pas préjudice au développement du port. D'accord. Parlez-nous de l'aéroport. Vous avez donc été au cœur de l'évolution de l'aéroport. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un aéroport encore plus grand? Alors aujourd'hui, donc quand on est arrivé donc à l'aéroport en 2012, déjà il fallait bien faire fonctionner l'aérogare, parce que l'aéroport, il n'y a pas que l'aérogare, il faut voir l'aéroport comme un ensemble où se déroule un certain nombre d'activités. Il y a le transport de passagers, il y a le fret, il y a l'aviation générale, il y a l'aviation d'affaires, et puis il y a des zones d'activité économique, des industries, des entreprises qui peuvent s'implanter autour de l'aéroport. Bon. Je prends un exemple, il y a, vous savez, il y a deux commissariats, donc vous savez, c'est les entreprises qui font le catering à l'aéroport.
Il y en a deux. Il y a la Cerver, qui est implantée sous l'aéroport. Il y a une autre entreprise qui s'appelle New West, qui n'est pas implantée sur l'aéroport. Qu'est-ce qui s'appelle le catering? Le catering, c'est tout ce qu'on fabrique pour les repas et l'entretien également donc, des avions pendant qu'ils sont en escale. C'est l'assistance, si vous voulez aussi, d'une manière générale. Et le catering, c'est les repas, c'est le nettoyage des avions, etc. Et donc, cette deuxième entreprise n'avait pas de place. Ils n'avaient pas de place pour s'implanter autour de l'aéroport quand ils sont venus. Donc là, on sent qu'il y a un besoin de foncier disponible pour l'implantation d'activités liées au développement de l'aéroport. Alors quand on est arrivé donc, en 2012, ben, notre travail a été de penser le développement de l'aéroport et de travailler à ce qu'on a appelé les grandes orientations stratégiques du développement de l'aéroport. Donc il fallait assurer le développement de toutes les activités dont je vous parle. Le développement du transport passager, le développement de l'aviation générale et de l'aviation d'affaires, qui peut être extrêmement rémunérateur le développement du fret, le développement d'entreprises, d'avoir du foncier, d'acquérir du foncier possible pour l'implantation de zones d'activité économiques liées au transport aérien. Et également, nous avons eu l'idée de créer un centre d'affaires et un hôtel, parce que ça, c'est un outil qu'on trouve de plus en plus dans les aéroports, autour des aéroports, d'avoir un hôtel, un centre d'affaires, pour que les entreprises qui viennent, pour les compagnies aériennes, d'avoir l'équipage qui sont logés le plus près possible de l'aéroport, d'avoir des espaces de rencontres, de réunions, sans concurrencer les autres grands espaces qui existent en Martinique, mais d'avoir des espaces pour les entreprises qui travaillent sur l'aéroport, d'avoir donc ce qu'on appelait, on appelait ça l'aéropole. C'est un centre d'affaires avec hôtel et centre d'exposition et centre de réunion pour l'aéroport. Donc c'est ces projets-là que nous avons lancés. Et on a fait valider donc, ces grandes orientations stratégiques qui consistaient donc à prévoir l'extension et la modernisation de l'aéroport, ce qui est en cours, qui consistait à moderniser le fret, on a fait un certain nombre d'interventions sur le fret, à étendre les parkings avions, c'est ce qu'on a fait parce qu'on n'avait pas assez de parking avions. L'exemple, c'est qu'avec la croisière tête de ligne, le samedi, vous avez au moins une dizaine de groupes porteurs qui arrivent. Il n'y avait pas suffisamment de parking avions. Donc, on a créé des parking avions supplémentaires. Et puis, donc, on a travaillé, on a un projet de développement de la zone d'aviation générale et l'aviation d'affaires. Je vous dis, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent avec leur propre jet privé. En général, ils ont un jet privé, puis ils ont un bateau aussi au port, et qui viennent pour les business ici en Martinique. Donc, il faut pouvoir les accueillir. Et puis surtout, prévoir l'avenir. Il faut avoir une vision du développement et prévoir l'avenir, notamment en termes fonciers, pour faire face au développement de l'aéroport. Et cette vision qu'on doit avoir à 20-30 ans, et c'est ce qui nous a amené dans les grandes orientations stratégiques, à réserver du foncier au sud de l'aéroport, donc du côté de l'hippodrome et de la ferme Périne, pour la création d'une deuxième piste, éventuellement, lorsque le trafic le nécessitera, et la création de nouvelles installations terminales, donc une deuxième aérogare avec des zones techniques, lorsque les besoins se font ressentir. Mais d'ores et déjà, il fallait figer dans le temps, notamment sous le plan donc, de l'urbanisme, et pour que les communes environnantes, que sont le Lamentin et Ducos, puissent inscrire dans leurs plans locaux d'urbanisme des réserves foncières pour le développement de l'aéroport. Parce qu'on a un grand aéroport. On a un grand aéroport. Donc il faut assurer ces perspectives de développement. Donc voilà ce qu'on a fait, c'est figé, et on met en œuvre, et donc ça c'est les grandes orientations à long terme. Donc on a fait un projet stratégique à long terme, et puis tous les 5 ans, on décline ce projet stratégique avec des actions très précises, bien dimensionnées, justifiées sur le plan économique, faisables, soutenables sur le plan financier, pour que nous puissions être sûrs que nous menons à bien ces orientations à long terme que nous avons prévues. Alors, il y a j'allais dire, on rectifie le tir. Vous avez un axe majeur, mais au fur et à mesure, vous rectifiez le tir parce que l'activité ne le justifie pas. Il suffit d'une crise pour que vous puissiez, vos données d'entrée puissent changer. Et d'ailleurs, c'est ce qui a failli nous arriver. Avec la crise Covid, nous étions à un trafic en 2019 de 2 millions de passagers, on est tombé à 1 million. Donc, quand vous tombez à 1 million, c'est vos recettes qui sont impactées. Et donc, votre capacité de financement est impactée. Et donc, il a été fortement question, donc avec les actionnaires de l'époque, enfin, avec notamment l'actionnaire majoritaire qui est l'État,
Ben, la question a été, qu'est-ce qu'on fait? Mais on avait déjà dépensé pratiquement 17 millions d'euros, donc en fondation notamment, et on commençait à les superstructures. Donc la question a été vraiment posée de savoir qu'est-ce qu'on fait. On arrête ou on n'arrête pas? Donc après mûre réflexion, on a revu un peu les choses. On a fait, au lieu de faire un seul lot, on a fait des lots accessoires. Et au fur et à mesure où l'activité reprenait, dans notre langage, on dit, on a fermé les lots. On se dit, bon, là maintenant, on peut y aller et on peut faire ce lot-là, on peut faire ce lot-là. Donc c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, quasiment tous les lots que nous avions prévus ont été affermis et donc été réalisés. Qu'est-ce que vous pensez de l'aéroport dans le nord de la Martinique? Oui, je sais, donc c'est un projet qui est soutenu donc, par le président de la collectivité. D'ailleurs, il m'en a parlé, hein, très clairement, puisque quand il a lancé donc, la réflexion, il a créé un comité de pilotage. Il y avait un comité technique et un comité de pilotage. J'avais mon directeur technique siégeait au comité technique, et à l'époque, mon adjointe, devenue depuis donc, présidente du directoire, siégeait au comité de pilotage. Donc il y a une réflexion qui est en cours. Donc il a confié cette réflexion donc, à un bureau d'études qui lui rend les conclusions pour vérifier l'étude qui se fait, s'intitule étude de faisabilité. Donc il faut vérifier la faisabilité, à la fois sur le plan donc, économique, sur le plan des besoins en matière de transport aérien et sur le plan donc, technique aéronautique, la faisabilité, et puis évidemment sur le plan financier. Donc c'est tout cela qui doit être passé au crible pour pouvoir, à travers ces critères-là, qu'il puisse se décider de le faire s'il ne fait pas. Et quelle dimension on donne à cela? Parce que vous pouvez très bien partir d'un héliport, hein, et puis jusqu'à un aéroport d'une certaine dimension, si vous voulez, par exemple, faire du transport aérien. Est-ce que c'est un aéroport nécessaire, selon vous? Moi, je dis, il faut... l'étude en cours est là pour le démontrer. Quelle est la dimension de cet aéroport qu'il faut faire? Quelle est sa dimension en termes, je vous dis, en termes de complément à l'aéroport, donc Martinique Aimé Césaire? C'est ce que je vous demande. Quand vous avez été le patron de l'aéroport Aimé Césaire, est-ce que vous sentiez qu'il vous fallait un autre aéroport pour... Pour l'instant, pour satisfaire donc, au développement que nous avons imaginé du transport aérien, puisque je vous ai dit qu'on a dans les grandes orientations stratégiques, validées par tout le monde d'ailleurs, et validées par l'État, mais validées par l'ensemble des actionnaires, dont la collectivité territoriale qui est actionnaire. Je rappelle, les actionnaires de la SAMAC sont l'État, la collectivité territoriale, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, la ville de Lamentin et la ville de Ducos. Bon. Donc la réflexion menée par l'ensemble de ces acteurs-là a mené donc à réserver le développement, les possibilités de développement de l'aéroport Aimé Césaire, sans tenir compte de la possibilité, sans faire ressortir la nécessité économique et technique d'avoir un deuxième terrain. Mais rien n'empêche d'avoir un terrain dimensionné pour servir donc certaines données, certaines pans de l'économie, notamment touristique, dans le Nord, et la réflexion qui est en cours devrait aboutir à cela. D'accord. Et puis, il y a un acteur qu'il faut surtout associer à la réflexion, ce sont les compagnies aériennes. Bon, et par rapport au développement qu'elle espère pour la Martinique. Bon, en termes de trafic, en termes de nombre de passagers, en termes de développement de lignes, etc. Bon, c'est un acteur qu'il faut consulter, qu'il faut vérifier l'acceptation d'un deuxième terrain et qu'est-ce qu'il peut en faire, quoi. Nous, les êtres humains, nous avons des états d'âme, des façons d'être, etc. Parmi ces états, il y a la tristesse. Vous aimez la tristesse, vous? Non. Personne n'aime la tristesse? Personne n'aime la tristesse. D'accord. Et donc, vous allez éviter, en sortant d'ici, nous sommes à l'Ermitage, de traverser les rues de la ville de Fort-de-France, alors? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Moi, je suis élu de la ville, et en plus, ma mission, c'est de travailler, entre autres, à la rénovation donc, de la ville. Je dis toute la ville, y compris donc le centre-ville, et d'utiliser tous les outils possibles et à notre disposition pour contribuer au développement de la ville. Je dis bien de la ville, de manière générale. Bon, le centre-ville, oui, est un point particulier parce que c'est le centre-ville où, je vais dire, qui est le plus visité, à la fois par les Martiniquais, par les Foyalais et par nos visiteurs.
dont il faut avoir une attention particulière pour le centre-ville, mais je suis né à Fort-de-France. Je sortais de Trénel pour aller apprendre à nager à la française. J'allais jouer au football à la Savane. Donc j'aime mon centre-ville. J'allais faire mon marché. Jusqu'à maintenant, tous les samedis, je fais mon marché au centre-ville, à l'asile. Jusqu'à maintenant. Et j'allais avec ma mère faire mon marché. Vous n'aimez pas le grand marché? J'y passe au grand marché. J'y passe au grand marché. Non, je vais à l'asile parce que bon, c'est un petit peu plus convivial, un petit peu plus. Et puis on a ses habitudes. J'ai mon marchand là qui est exceptionnel. Donc c'est là que je vais. Mais d'ailleurs, le grand marché, chaque fois que j'ai des amis qui passent, je les emmène au grand marché pour qu'ils puissent voir déjà l'édifice et puis qu'ils trouvent là des produits, etc. Et ça me revient, c'est qu'il y a une époque, avec des cousins, on allait souvent au grand marché, au restaurant, manger le chelou. Donc, est-ce qu'il vous arrive de partir du bord du canal, quoi, oui. Puis de monter vers la Savane, de faire les différentes rues? Oui. Ça vous arrive? Oui. Et quand vous faites ça, vous pouvez rouler doucement. Donc vous n'êtes pas obligé de ne regarder que la rue devant vous. Ouais. Vous pouvez regarder à droite, à gauche, voir les immeubles. Les immeubles. Et quand vous arrivez à la Savane, que vous redescendez dans l'autre sens, que vous faites ça, vous n'avez aucune tristesse, quoi. Non, j'ai pas de tristesse. C'est pas le mot qui me vient. Le mot qui me vient, c'est que je dis on a du travail. Et qu'on a à travailler à la revitalisation du centre-ville. C'est ce qu'on fait depuis 2001. C'est ce qu'on fait depuis 2001. Ça fait 24 ans. Oui, mais on est sur le temps long. On est sur le temps long. Et vous savez, je fais partie de ce qu'on appelle le club des élus de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Je côtoie depuis 2005 qu'on est éligible donc à la rénovation urbaine. Je côtoie les différents maires des différentes villes, de la centaine de villes éligibles à la rénovation urbaine. On est tous dans le même bateau. Les villes de France. Oui. On est tous confrontés au même problème. Au même problème. Désertification, paupérisation, envahissement donc par des SDF, et puis c'est des lieux de trafic, de narcotrafic, il faut le dire, il faut le reconnaître. Bon. Et donc c'est tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est la population, les élus, les services de l'État, aussi bien locaux que nationaux, de travailler à faire en sorte de revitaliser le centre-ville. On est tous confrontés à ce problème-là. Les commerces, par exemple. Il y a... Vous êtes un ancien Foyalais. Moi, quand j'étais au lycée... Vous dites ancien. Je suis Foyalais. Vous êtes Foyalais toujours. Mais vous êtes Foyalais toujours. De longue date. Contrairement à vous. Vous habitez où? J'habite Didier. Ah, c'est Fort-de-France. Vous êtes Foyalais quand même. Ah ouais, j'ai toujours habité Fort-de-France. Et quand, à l'époque, rappelez-vous, nous avions, quand j'allais au lycée, à l'époque, nous avions 2 ou 3 SDF. 2 ou 3. Dont un certain Jésus. Oui. Qui nous faisait des problèmes de maths. Ah oui. Oui. Il était très bon en maths. Aujourd'hui, je crois savoir qu'il y a à peu près plus de 500 errants. Quel est le problème? Ce n'est pas de la génération spontanée, c'est que notre société est en train de produire la paupérisation, le taux de paupérisation de notre population, l'exode rural qui continue. Et puis le système de santé qui aujourd'hui doit questionner. Vous avez des gens qui sont sortis du système hospitalier, notamment avec des pathologies psychiatriques qui ne sont pas stabilisées. Moi, j'ai vu arriver une fois à l'aéroport un SDF, il venait d'être opéré, il avait des broches dans les jambes. On l'a laissé partir comme ça. Où il est parti, je ne sais pas, mais il est parti comme ça. Les broches qui venaient d'être opérées. Vous pensez qu'un système de santé doit laisser cela comme cela? Vous avez des gens qui partent, qui sortent du système hospitalier et qui ne sont pas stabilisés. Bon, moi, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas très compétent, c'est un constat que je fais. Et puis des gens qui, quand vous prenez un SDF, vous demandez d'où il sort, où est-ce qu'il est né? Ben, il est né partout en Martinique, même voire d'ailleurs. Donc on est confronté à ce problème-là, avec des poches d'insalubrité, avec des poches d'insécurité, liées notamment à ce problème de narcotrafic. Toutes les grandes villes, toutes les villes connaissent ça. En France, on entend tous les jours.
tous les jours. Et donc, il faut faire face à cela. Mais c'est ensemble. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la sécurité. Bon, il y a un contrat local de sécurité signé avec l'État et pour pouvoir se battre contre cela. Mais c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Mais ça, il ne faut pas dire qu'il faut rester les bras croisés et ne rien faire. Mais c'est un problème qu'on a pris à bras-le-corps très tôt, en termes de rénovation de l'habitat, en termes d'esthétique urbaine, en termes d'activité économique, en termes de voirie. Regardez 2001, franchement, quand on voit Fort-de-France en 2001, quand on est arrivé, et maintenant, franchement, il faut ne pas être honnête pour ne pas reconnaître tout ce qui a été fait. On peut dérouler les exemples. Prenez le front de mer de Fort-de-France, la levée. C'était un trottoir de 2,50 m. Rappelez-vous, avec les appontements des Nambucs. Je connais ça, j'allais donc accueillir les touristes. La levée, c'est pas là. Hein. Le front de mer, la levée, c'est pas là. La levée, c'est Non, la levée, c'est une route qui monte, qui sort de Fort-de-France, qui monte. Mais c'était le front de mer de Fort-de-France, c'était un trottoir de 2,50 m. Oui. Aujourd'hui, regardez le front de mer de Fort-de-France. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Malécon. Pourquoi? Le Malécon, c'est un concept d'aménagement, c'est pas une appellation. D'accord. C'est un concept d'aménagement. C'est-à-dire quand on prend sur la mer et qu'on crée des activités comme des terrains de basket, comme des terrains de boules, comme des espaces de détente, comme un kiosque, ça c'est un concept d'aménagement qui s'appelle le Malécon. C'est pas encore une dénomination, ça viendra peut-être. Pourquoi ça n'arrive pas derrière le lycée de Bellevue? Alors ça ira derrière le lycée. Ah, ça ira. Ah, ça ira. C'est des choses, là encore, on est sur le temps long. Il y a tellement à faire, il y avait tellement à faire, que quand vous voyez aujourd'hui la savane, quand vous voyez le complexe de la Tour Lumina, de la Pointe-Simon, rappelez-vous ce que c'était en 2001. C'était un dépôt d'ordures. En fait, quand on est au pouvoir pendant longtemps, il est plus difficile de faire des choses que de rien faire. Donc, vous vous expliquez que vous avez fait des choses. Heureusement. Bon. Ouais, oui, heureusement. Heureusement, c'est pour ça qu'on était là. De rien faire. Exactement. Bon. Ouais. Mais moi, je vous parle des maisons. Des maisons qui quand vous faites la rue Zambert, tout ça, moi, ça me rend triste, mais au sens propre du terme, quoi. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose de ces maisons? Alors, on me parle toujours de l'indivision, c'est de la faute de l'indivision. Mais moi, je pense que l'indivision a bon dos. Pas que. D'abord, ces maisons sont abandonnées. Il y en a qui sont abandonnées, oui, il y en a qui sont en mauvais état. Oui. Bon, c'est d'abord la faute des propriétaires. Oui. C'est d'abord la faute des propriétaires. La faute. Moi, j'aime même pas trop le mot faute. Ça arrive parce que c'est des familles le père qui était, les parents qui avaient des moyens qui sont plus, les enfants n'ont pas les mêmes moyens pour entretenir ces maisons-là. Eh bien, ces maisons tombent en désuétude. Bon, donc. Est-ce que la mairie peut faire quelque chose? Alors, absolument. Ben donc, voilà. D'abord, il y a eu une procédure de ce qu'on appelait d'abandon manifeste. Où on constatait, après des recherches, parce que là encore, vous n'allez pas décider d'aller, que cette maison est plus habitée, il faut aller faire des recherches. Donc, il faut savoir qui habitait, retrouver les propriétaires, et puis mettre en procédure d'abandon manifeste. Donc, et puis après, quand vous retrouvez les propriétaires, et c'est là où vous voulez acheter, ou vous pouvez récupérer ces logements, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Et c'est là où le problème de l'indivision survient. Et donc, c'est très, très compliqué. Donc, les procédures judiciaires sont très, très longues. Bon. Ensuite, il y a pour accompagner, alors ceux qui ne peuvent pas, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. C'est dans le cadre, donc, à la fois donc, du programme de rénovation urbaine et dans le nouveau programme, l'ancien et le nouveau programme, et c'est dans le cadre du plan d'action Cœur de Ville. Ce sont deux outils auxquels nous avons été éligibles, et c'était assez exemplaire. Il y a ce qu'on appelle des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, où on retrouve les propriétaires, on leur propose de les accompagner pour améliorer leur habitat, avec des financements dédiés, comme à travers l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc on les accompagne, avec l'aide, l'accompagnement de la DEAL qui nous suit, à qui il faut rendre hommage aujourd'hui, qui nous accompagne dans toutes ces démarches-là. Bon, et là, ça arrive, ça porte ses fruits, mais ensuite, vous avez aussi
et là, vous déclenchez donc là, un procédé un peu plus, j'allais dire, coercitif, c'est de dire, vous déclarez d'utilité publique certains territoires pour pouvoir donc acquérir ces fonciers-là, donc soit par l'amiable ou soit par la voie de l'expropriation, et que vous puissiez reverser donc, vers des opérateurs qui font soit du logement, soit des commerces. Enfin, on oriente quand même, hein, on ne laisse pas faire n'importe quoi. Et c'est là où vous avez un outil qui a été créé, là encore, c'est des idées à l'époque avec Serge Letchimy-Habert, c'est de créer avec d'autres, c'est de créer un établissement public foncier. Et l'établissement public foncier, sa mission, donc, c'est d'acheter des espaces, des maisons, de les désamianter, de les démolir et de reverser, de les remettre donc à la collectivité qui les donne à des opérateurs aussi bien publics que privés. Et cela, c'est des choses qui sont en cours. On a déjà, le PFL, dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, a déjà acheté pour 11 millions d'euros de maisons. Que l'EPF redonne donc à la ville pour que la ville donne à des opérateurs pour créer du logement, pour créer de l'activité économique. Donc on a identifié un certain nombre d'espaces comme ça, mais là encore on est sur le temps long, et petit à petit on commence à voir la partie de la ville se transformer. Ça a été le cas de la rue Garnier-Pagès, vous avez vu, c'est le cas aujourd'hui de l'île aux Savons. Hier l'île aux Savons c'était des immeubles abandonnés, c'était un parking... l'île aux Savons, c'est où? L'île aux Savons c'est du côté de... c'est entre la rue Garnier-Pagès, François Arago et le boulevard Lec. C'est cet îlot-là, où on va créer pratiquement plus de 150 logements, là, destinés notamment à des étudiants, à des jeunes ménages, qui vont là trouver donc, à se loger, et puis d'être pas très loin des activités donc, comme la rue Garnier-Pagès, etc. Donc, parallèlement à cela, on travaille sur la revitalisation économique aussi. Il faut repermettre à des entreprises de venir s'installer, et des commerces. Alors attention, il ne faut pas de nostalgie. On ne va pas retrouver peut-être les belles boutiques qu'on avait avant. Regardez bien ce qui se passe. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à Fort-de-France ou à la Martinique. Hier, il y a 20 ans, il n'y avait que le centre-ville, ou quasiment que le centre-ville, avec des commerces. Aujourd'hui, regardez comment ça se développe dans les communes. D'abord, il y a eu les centres commerciaux en périphérie, Rond-Point, il y a la Ville à Moi, enfin, le Galéria. Il y a Cluny, et puis ensuite les villes ont commencé à se développer. Vous avez donc le Lamentin à ses propres centres commerciaux, vous avez Genipa qui a été créé, vous avez au Vauclin un centre commercial qui a été créé, vous avez le Robert qui se développe, avec notamment, donc, sans faire de publicité avec Océanis, vous avez, même au Lorrain, au Lorrain, je dis ça parce que je suis d'origine lorinoise, je ne dois pas dire, même au Lorrain, vous avez donc des centres commerciaux qui se développent. Récemment, vous avez à Casse-Pilote, vous avez des centres commerciaux qui se développent. Donc les villes, et c'est très bien ainsi, qu'il y ait un espèce de rééquilibrage donc, du pays pour qu'on trouve des activités économiques, commerciales, etc. Donc il faut repenser le centre-ville avec d'autres types d'activités, offrir autre chose, notamment parce qu'on reçoit des visiteurs, notamment des activités liées au tourisme, ou peut-être au bien-être, à la restauration, etc., aux activités comme cela. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un cinéma qui revienne dans Fort-de-France. J'aurais bien aimé qu'un cinéma revienne à Fort-de-France. Parce que si on veut attirer, il faut retrouver notre population qui vienne, c'est des seniors actifs, si possible. Je l'ai dit, des étudiants, des jeunes ménages qui n'ont pas besoin de voiture. Et puis, donc, il faut qu'ils aient des services et des loisirs dans le centre-ville. Restaurants, cinéma, activités de lecture, bibliothèque, etc. Donc, il faut ça. Donc, c'est ça sur quoi nous travaillons. Et petit à petit, on va y arriver. J'ai confiance. Vous savez où était l'Olympia avant? Oui. Si on vous dit qu'à cet endroit-là, on met l'équivalent de Madiana, ou presque, mais qu'il faut sacrifier la savane de Fort-de-France pour en faire un parking. Non. Qu'est-ce que vous faites? Non. La réponse est non. Il y a maintenant des formes donc, de cinéma. Nous travaillons à l'époque avec un opérateur pour un cinéma d'art et d'essai. Bon, ça n'a pas poursuivi pour des raisons de capacité financière,
Mais il faut des petites salles. Là encore, on n'invente pas grand-chose. C'est des choses qui se développent de plus en plus dans des grandes villes. Il n'est pas question de sacrifier la savane pour recréer un centre aussi important que Madiana. Par contre, on peut créer des salles de proximité pour permettre donc aux gens qui habitent la ville d'aller au cinéma. Bon. Madiana, le centre-ville, c'est un grand Madiana. Il faut trouver par contre des parkings, il en faut, oui. Donc on a créé le parking de la Savane, on modernisera les parkings, donc la Pointe-Simon. On crée un parking à l'île au Savon, justement. Donc il faut des parkings peut-être disséminés partout, mais il n'est pas question de sacrifier la Savane pour tout. D'ailleurs, la Savane a été fait l'objet du premier programme de rénovation urbaine où on a donc remodernisé, créé de l'activité économique autour de la Savane. Et puis on continue d'ailleurs dans le cadre du programme d'Action Cœur de Ville, on va créer un parcours sportif. Ça a commencé, on a mis des agrès là pour faire un parcours sportif pour que les Fouillalais et les Martiniquais viennent faire du sport, de l'activité physique à la Savane. Pour l'instant, ils ne fréquentent pas beaucoup. Hein. La Savane n'est pas spécialement fréquentée. Non, on peut dire que c'est vrai, mais il faut reconquérir, il faut redonner confiance. Il faut redonner confiance. Et ça passera notamment par la sécurité sur la ville. C'est un problème qui n'est pas un problème, j'allais dire, qui est à la fois la compétence du maire, on ne se défile pas, le maire ne se défile pas, il a renforcé sa police municipale, mais c'est aussi une affaire de l'État. Et je dis, il y a un contrat local de sécurité, je sais qu'on travaille en étroite collaboration avec le préfet sur le sujet, et les choses vont se faire. Il faut redonner confiance aux gens pour venir. D'ailleurs, quand il y a des manifestations, on voit bien quand même l'engouement des Martiniquais pour venir au centre-ville, avec toutes les dispositions que le maire prend avec le préfet pour sécuriser les secteurs où se déroulent ces manifestations. Et le plus souvent, ça se déroule sans trop de dégâts, quoi. Vous voyagez un peu dans la Caraïbe? Par la force des choses, de par mon métier, j'ai été amené à aller, je dis, quasiment dans toute la Caraïbe, depuis le Venezuela jusqu'à Miami. Est-ce que Fort-de-France est une ville insécure? Non. Fort-de-France est une ville où il y a un sentiment d'insécurité avec quelques poches qu'il faut résorber vite. Il y a dans la Caraïbe des endroits beaucoup plus insécures que Fort-de-France. Beaucoup plus. Oui. Bon. Parce qu'on fait peur au Fouillalais, on fait peur aux Martiniquais en disant Fort-de-France. Moi, je ne trouve pas que Fort-de-France soit une ville particulièrement dangereuse. Non, je veux dire, pas du tout. Fort-de-France n'est pas dangereuse. En tout cas, par rapport à certaines villes de la Caraïbe que je connais, où je suis allé, je peux vous dire que c'est pas le cas. Vraiment pas le cas. D'accord. Est-ce que le narcotrafic est une de vos préoccupations essentielles? Alors, c'est pas dans mon domaine non, mais en tant que ah oui, en tant qu'élu déjà, et en tant que Martiniquais, c'est une préoccupation. Je pense que ça doit être l'affaire de tout le monde. Mais pas que des élus, pas que de l'État. L'État sûrement, certainement, mais ça doit être l'affaire de tous. Moi, j'appelle pas, je vais dire, à une forme d'État ou à délation générale, mais je pense que ça doit être l'affaire de tous. Et déjà l'affaire des familles, parce que là encore, dans un autre cercle, j'ai dû à débattre de cela. Vous croyez vraiment qu'un jeune de chez nous qui arrive dans la délinquance, vous croyez qu'il est né délinquant? Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur notre société actuelle, sur l'éducation, sur l'offre qu'on propose à nos jeunes en termes de formation, en termes de débouchés, en termes d'avenir? Est-ce que ce n'est pas un ensemble sur lequel il faut s'interroger? Et même l'aménagement du territoire, même là, j'ai eu à gérer et à traiter avec un opérateur qui est aux ANAM. Dans certaines, j'allais dire, on dit cités à l'époque, certains groupements d'habitation, où les jeunes étaient dans les escaliers, ils jouaient dans les escaliers. Et pour vraiment illustrer cela, c'est des exemples qu'on peut aller voir maintenant, avec la société aux ANAM, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des espaces d'activité pour ces jeunes-là. Vous allez par exemple à la cité à Montventé,
On a créé ça, des espaces pour que les jeunes puissent venir faire de la danse, de la musique, du sport, etc., au lieu qu'ils restent dans les escaliers. Donc si on multipliait cela, et je me rappelle à l'époque, en tant que délégué à l'urbanisme, j'avais fait inscrire dans le plan local d'urbanisme, quand un promoteur privé ou public nous présentait un projet de permis de construire d'un groupe, d'un immeuble, je dis, j'exigeais qu'il y ait à côté un jardin d'enfants. J'exigeais qu'il y avait un jardin d'enfants. S'il n'y avait pas le jardin d'enfants, je refusais le permis. Pour les enfants de quel âge? Pour les enfants de 2-3 ans jusqu'à une dizaine d'années, quinzaine d'années même, avec des espaces pour les enfants. Sinon, ils sont dans l'escalier, donc quand on est dans l'escalier, on n'a rien à faire, eh ben, c'est facile de dériver. Donc, j'avais exigé ça. Alors bon, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais j'ai eu à faire face à des promoteurs pour leur dire, monsieur, il faut mettre ça. Parce que c'est un endroit où l'enfant va venir, c'est pour la convivialité, la rencontre entre déjà les parents. Vous mettez les enfants dans un jardin d'enfants, les parents sont là, se parlent. Donc pour moi, c'est tout un système qui crée, qui génère aujourd'hui. Alors évidemment, il y a là aussi la pauvreté, aspire cette jeunesse. L'argent facile, ça aspire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse travailler tous ensemble à donner de l'espoir et de l'emploi aux jeunes. Il faut les faire revenir, les faire rester. Les faire rester, c'est leur donner du travail. Leur permettre d'aller dans des secteurs aujourd'hui qui sont porteurs. C'est ça l'ensemble de travail qu'on doit faire. Le narcotrafic est une résultante, j'allais dire, de système. Alors évidemment, c'est la puissance de ces gens-là. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire guetteur à 3 000 € la journée que d'aller d'aller travailler sur un chantier. Bon, c'est possible. Mais la dignité. L'enfant, lorsqu'il est tout petit, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est soumis à deux autorités en réalité, l'autorité parentale et puis également déjà l'autorité de l'école. L'enfant est déjà scolarisé. Est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer l'école? C'est-à-dire que l'école aujourd'hui s'appelle l'éducation nationale, mais en réalité, elle n'éduque pas. Elle enseigne les gens, elle les instruit. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner un rôle plus éducationnel, si j'ose dire, à l'école? Je partage ça, c'est ce que je vous ai dit. Je vous dis, c'est tout un système. Et il faut s'interroger sur les différentes étapes de la vie d'un enfant. Bon, on voit très bien ce qu'on fait, on voit bien dans les crèches de Fort-de-France comment tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait pour l'enfant jusqu'à l'arrivée en maternelle. Et donc, je connais certains établissements qui justement font ça, accompagnent les enfants dans l'éducation, pas l'enseignement, mais l'éducation, c'est l'éducation à le respect de l'autorité. Et puis l'ouverture d'esprit, la lecture, la culture, tout cela. Donc c'est tout cela, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il faut que l'école soit non pas un espace uniquement d'enseignement, mais également d'éducation. Et d'éducation à la société, au respect de l'autre. En partenariat avec les parents, souvent. Mais absolument, avec les parents sont se défaillants. défaussent sur l'école. Non, les parents doivent être responsables et à l'école, c'est ensemble. Donc, moi, c'est ma vision, c'est ce que qu'on essaie de pratiquer donc, avec nos propres enfants et nos propres petits-enfants aujourd'hui. Vous avez des enfants, vous? J'ai deux filles et un fils adoptif. Et ils ont quel âge? Ben, les enfants, ils sont entre 40 et 35. D'accord, donc ils n'ont plus besoin d'être élevés. Ils n'ont plus besoin d'être élevés, mais ils ont besoin d'être accompagnés. À 40 ans? Oui. Ah ben, dis donc. Ils ont toujours besoin d'être accompagnés d'un conseil. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Un conseil. Parce qu'ils sont chefs d'entreprise, d'accord. Ils sont parents. Oui, ils ont toujours besoin de conseils, d'un avis. Oui, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont toujours besoin. Non, tout le monde a toujours besoin de dialogue, de conseils, c'est évident. Pas seulement vos enfants. Qu'est-ce que vous souhaitez dire que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Écoutez, il y a une chose qui me caractérise, c'est ma volonté de servir et d'être donc au service de mon pays. Bon. C'était un petit peu par la force, mais j'ai été fonctionnaire. Quand on est un fonctionnaire, par définition, on sert.
On sert un État, on sert une ville, je suis élu aujourd'hui, je sers. Donc c'est porter au maximum ce que je sais faire pour le bien-être du pays, mais plus proche de moi pour ma ville, pour mon quartier. Je reste toujours très proche des gens de mon quartier. J'étais élu, donc depuis que je suis élu, j'habitais, quand je suis élu, j'habitais déjà donc Didier, et j'étais l'élu du quartier, le conseiller du quartier. Entre-temps, il y en a d'autres qui sont venus, mais bon, et d'être à disposition des gens, d'être à l'écoute des gens. Donc, c'est ce qui me caractérise. Et puis, j'allais dire, sans rien en attendre. Sans rien en attendre. Sans le vouloir vraiment et sans savoir que ça allait se passer comme ça, je vous ai permis, sans que vous le disiez aussi, de dire à tous ceux qui nous écoutent que vous serez candidat au municipal de 2026. Ce que vous venez de dire là, ça nous montre ça de façon éclatante. Alors, je ne serai pas aussi précis. Je vais dire que si notre maire actuel qui se représente a besoin encore de moi, je serai là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais je ne demande rien. Vous ne demandez rien directement. Mais si vous êtes fait pour servir, il ne peut que vous appeler, puisque vous êtes fait pour servir. Ah, mais c'est lui qui décide. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Marketing Télévision, chers amis de LCL, nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous pendant près d'1 heure et demie avec France Staudiard, qui est 8e adjoint au maire, 5e, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 8e. 5e adjoint, oui, 5e adjoint au maire de Fort-de-France. Vous n'avez pas été vexé que je vous ai décalé de 3 rangs? Pas du tout. Vous êtes sûr? Pas du tout. Merci, bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci.